bienvenue sur Angoulême-Acteur TV, la télé locale d'Angoulême. Ce soir, deux invités, Fatia et Amélie. Bonsoir, mademoiselle. Alors, on va parler ce soir de littérature, enfin pas de littérature, d'écriture plutôt, et de sophrologie. Bon, les deux ont un point commun quand même, hein, ça permet de se reposer, de se changer les idées, si on peut dire. On peut dire ça. Laquelle des deux est la plus timide, on ne sait pas encore. On le saura en fin d'émission. Toutes les deux, d'après bon voilà, mais on soigne par l'écriture et par la sophrologie, bien sûr. Et voilà, il faut inviter les gens à faire de l'écriture et de la sophrologie. Mais justement, on va parler d'écriture, on va commencer par Fatia Dalani. Alors on va pas se cacher, on se connaît depuis un petit moment. Très longtemps. Voilà, je voulais pas le dire. Justement, alors, Fatia, tu es originaire de Soyaux. Et justement, tu m'as raconté une histoire qui était sympa. Justement, on va parler d'une pièce que tu as écrite. C'est un début de ton histoire, ça. Oui. Tu peux nous en parler un petit peu? J'ai écrit une pièce de théâtre sur la prison, sur le thème de la prison, par affinité personnelle et parce que je trouvais qu'au niveau théâtral, ça pouvait créer des conflits. Et comme j'habitais à Soyaux depuis une quinzaine d'années et je voyais les jeunes, je me suis dit, tiens, voilà, mon rêve, ce serait d'aller les voir. Et voilà, qu'ils puissent incarner les personnages, prendre en charge. Donc j'ai été voir différents partenaires culturels. Donc tout le monde m'a dit tu rêves. Déjà qu'ils n'allaient même pas à l'école, ils répètent, tu crois qu'ils vont venir à tes répétitions, ils vont apprendre tes textes, mais vraiment. Donc comme j'y croyais, moi quand j'ai une idée, en fait j'ai réussi à fédérer autour de la pièce quelques jeunes de Soyaux, dont Nordine Chamby, qui a une importance quand même. Enfin, voilà, il a vraiment œuvré pour que les jeunes viennent. C'était un pilier dans ces jeunes, un repère. Ben oui, voilà, il avait une véritable influence. Et donc, en fait, à la grande surprise de beaucoup de monde, de tous ceux qui nous avaient pas mis des bâtons dans les roues, mais qui avaient empêché nos rêves, non, pas du tout. Et bien, en fait, ils ont lu la pièce. Bon, je pense que la pièce résonnait, hein, la prison, le conflit culturel, la difficulté d'être. Donc je pense qu'il y avait un ensemble de thématiques qui faisaient qu'ils y ont adhéré. Et donc non seulement ils sont venus aux répétitions, mais à un moment donné, quand Jacques Robert, que je remercie encore, qui était le directeur du FLEP à l'époque, a cru en nous, et il nous a dit, comme les répétitions fonctionnent très bien, vous allez passer au premier festival du théâtre charentais. Voilà, la mairie de Soyaux nous a dit qu'on allait être ridicule, qu'on allait passer avec des chemises professionnelles. On a quand même été jusqu'au bout, on a eu le meilleur public, on a eu un petit ensemble de prix. Et donc voilà, on a mis à mal tous les préjugés sur les jeunes de Soyaux. Et en même temps, on a pu donner corps, ils ont donné corps parce qu'ils m'ont donné plein d'idées pour la mise en scène, etc. Ils ont donné corps à une pièce qui à la fois a été écrite de façon littéraire, mais qui à la fois renvoyait aussi leur histoire. Parce que quand ils me croisaient dans le bus ou au centre commercial, quand il existait encore, Nana, Lorraine, enfin je me rappelle plus des répliques, hein, oui, bien sûr. Ça fait trop longtemps, mais en fait ils me parlaient avec mes répliques, alors on rigole, voilà, c'était une connivence jusque dans le quotidien. Ça les avait marqués, c'est ça qui est... Parce que tu m'avais raconté aussi une petite anecdote qui était sympa, c'est que tu sont venus en bas de chez toi. En fait, à un moment il y avait des répétitions, parce que la répétition durait 6 mois, c'était le ramadan, j'étais trop fatiguée, on devait avoir rendez-vous, bon, j'ai appelé tout le monde, aujourd'hui on ne répète pas. Il y en a plusieurs qui sont venus, Fatia, viens, on fait une répétition. Donc pour moi c'était extraordinaire, qu'ils puissent avoir un désir, que j'ai pu susciter la pièce, et puis eux, ils le portaient en eux, c'est-à-dire qu'ils viennent parce qu'il y avait un manque, parce que c'est vrai que c'était aussi super d'être avec eux. Et puis on discutait beaucoup après sur les personnages. Donc voilà, donc ça m'avait... J'aurais dit non, hein, ils n'ont pas réussi à me convaincre. Mais voilà, donc c'est une belle anecdote. Ouais. Non, mais ouais, c'est ce que je trouve très sympa. Et puis ce qui est bien, c'est qu'on dit souvent que, le foot aide beaucoup les jeunes du quartier à s'évader, à s'exprimer même différemment, parce que c'est aussi une expression, le sport, qu'on le veuille ou pas. Et le faire aussi par le biais d'une pièce de théâtre, le spectacle, c'est une belle réussite. C'est un belle aventure. Je pense que c'est quand même, même si on reviendra un petit peu sur ton parcours, mais je pense que c'est l'une des choses qui restera les plus belles quand même. Et qui m'a aidée à Paris, hein. C'est-à-dire que j'ai compris que quand on avait un rêve ou un projet, il n'y avait que des obstacles. Donc à Soyaux, il n'y a eu que des obstacles. Hein. Et encore une fois, c'était un stage obstacle. Voilà, c'était une première expérimentation de toutes les difficultés, comment est-ce que le réel résiste à nos rêves, à nos projets. Et ça m'a aidé, le fait, grâce à eux. Hein. Il y a eu aussi une part, ils ont été très... Donc quand on sait fédérer aussi des désirs, hein, c'est ce que j'ai fait à Paris pour un projet de film, il faut absolument que son propre désir devienne le désir de l'autre. Et à partir de là, quand on coopère, la coopération, la collectivisation, elle n'existe pas trop le mot, c'est pas grave, on va dire entre guillemets, voilà, et bien en fait, là, on peut aller très loin.
quand on est unis derrière tout un projet, qu'on y croit. C'est comme au foot, tu parlais du foot, c'est collectif. Ouais, c'est collectif. Voilà. Plus grand est la force, plus lent on peut logiquement y aller, mais on se sent moins seul, on est plus motivés les uns les autres. Et surtout quand on n'y croit pas. Quand les gens ne croient pas en vous et que vous avez envie de prouver à plusieurs que si, on va te montrer, ben, c'est une réussite totale, c'est magnifique. C'est une belle histoire, ça méritait, c'est pour ça que je voulais que tu me racontes cette histoire. Merci. Justement, il y avait aussi, on parlait, j'ai aussi des spectacles de poésie. Oui, parce que j'ai mon frère qui avait un bar, et donc il avait aussi une cave en bar, et avec des jeunes encore, enfin des amis de mon frère, des gens avec qui j'avais grandi aussi. C'est très amical Angoulême, ce qui se fait. Et donc, moi, comme quand j'étais petite, tout au long de ma vie, j'allais à la bibliothèque. Et comme je devais rendre les livres, donc moi, bien sûr, les plus beaux passages, donc j'ai recopié tout ça avant de les rendre, ce qui fait que j'ai une tonne de carnet Rodia avec, pour moi, les plus beaux passages de la littérature que j'ai pu lire. Et donc, je me suis dit, bon, c'est très beau passage, j'en ai fait une sorte de pot pourri. J'ai convaincu un ensemble de jeunes, et puis on a fait une soirée poésie avec des textes, des beaux textes, voilà, sur la vie, l'amour, enfin bref, sur tout un ensemble de thématiques, et ils les ont joués devant le public du Kéops. Donc voilà, c'était très très sympathique, avec des morceaux de musique classique ponctués. Au bon moment. Voilà, exactement, stratégiquement. Stratégiquement, c'est important. Ah ben oui. Il faut que ça soit décalé. Mais justement, en parlant de l'adaptation, d'écriture, il n'y a pas longtemps, c'est passé sur Arte, sur le petit écran, c'est comme ça qu'on l'appelle plus calme, un feuilleton, on peut dire comme ça, un feuilleton. Ouais, oui, un téléfilm. Un téléfilm, voilà. Un téléfilm qui s'appelle Le Docteur Blanche. La clinique, enfin. La clinique du Docteur Blanche, désolé. Tu peux nous en parler un petit peu? Alors c'est l'adaptation d'une autre pièce de théâtre que j'ai écrite quand j'étais à Bordeaux. Un poète dont je suis folle, on va dire, c'est le mot, Gérard de Nerval. Et donc voilà, j'avais ce projet-là, comme à Soyaux, mais en puissance 1000, vous rêvez, vous n'avez pas d'expérience, vous n'avez pas de réseau ni rien. Bref, je me suis dit, il faut que j'arrive à avoir des prix ou des concours pour un peu me faire connaître. Donc j'ai travaillé le projet, je me suis auto-formée à l'écriture scénaristique. J'ai eu la Bourse Beaumarchais, j'ai eu le Festival de l'encre à l'écran, et à partir de là, France Culture m'a acheté les droits d'adaptation pour la radio. Et j'ai été voir Depardieu, donc, qui a lu la pièce. Et donc après, j'ai mis des années à trouver un producteur parce que personne n'en voulait. Ben, c'est comme la Soyaux en fait, mais multiplié par personne n'y croyait, personne n'en voulait. Jusqu'à ce que je regarde un jour à la télé une très belle adaptation, j'ai vu le nom du producteur. Je lui ai expliqué, il m'a dit bah, venez. Bon, il m'a fait revenir plusieurs fois parce que je n'étais pas connue, pas d'expérience. Il m'a signé un contrat et à partir de là, j'ai écrit l'adaptation jusqu'à l'avant-dernière version. On s'est séparés à l'avant-dernière version parce qu'après il y avait ce qu'on appelle le formatage qui pour moi est un peu du massacre. Voilà, enfin, il y avait un formatage du projet, mais bon, donc on s'est entendu à l'amiable et donc le projet a été un peu modifié pour les besoins de la télé et il est passé le 12 septembre. La thématique a été un peu modifiée, il n'a pas voulu que le poète Gérard de Nerval soit le personnage principal, parce que pour lui, et puis il a un peu raison, le public se moque de Gérard de Nerval, par contre qu'il y a un conflit entre le médecin qui l'a soigné et le poète, pour le public c'était plus intéressant. Donc voilà, ça a été un peu modifié. Donc ça, c'est dès que tu es arrivé à Paris que tu commençais à faire, parce qu'on parlait de Paris, donc c'est à partir de... Dès que tu es arrivé à Paris, tu as commencé à te lancer, parce qu'aujourd'hui, tu exerces quoi aujourd'hui exactement à Paris? Alors après avoir enseigné à des BTS audiovisuels, la littérature et le cinéma, bon, petit à petit, quand mes projets d'écriture ont enfin pris corps, après par réseau, je travaille pour des organismes de cinéma, je suis consultante en scénario, ça pour France 3 Cinéma, pour le CNC. En fait, comme ils coproduisent, ils financent, avant de donner leur accord, ils font lire aux consultants pour voir si l'intrigue tient la route, si les personnages sont consistants, si les thématiques... Voilà, donc ça c'est une partie de mon travail à Paris, et l'autre c'est l'écriture. Donc j'ai eu des collaborations d'écriture, et donc il y a eu ce projet qui a mis quelques années, c'est très long. Et là maintenant, je coécris avec l'auteur d'un livre, L'affaire de l'esclave Forcy. Donc on adapte un long métrage d'animation sur une thématique extraordinaire, c'est le premier esclave à l'île de la Réunion au 19e siècle qui porte plainte contre son maître. C'est toute l'histoire de ce combat, et au bout de 30 ans, après avoir vécu l'innommable, il arrive à gagner son procès, mais bon, il a tout perdu, et 10 ans après, c'est l'abolition de l'esclavage en 1848, donc c'est un combat
extraordinaire. C'est un sujet magnifique hein, sur l'esclavage et comment est-ce qu'un homme peut lutter quoi, contre toute la société blanche de l'époque, racialiste, colonialiste. Donc voilà, je suis sur ce projet qui implique beaucoup de documentation, de travail et tout, mais c'est passionnant. C'est ce que je vois, c'est ça, quand on l'écoute, hein, on pourrait les laisser pas, on pourrait te laisser pas. Non, mais c'est intéressant justement, mais c'est vrai qu'en plus, c'est bon, il faudra qu'on voie justement l'affaire de l'esclave Furcy, mais c'est vrai que porter plainte, sachant que c'était pas encore l'abolition, c'est toi l'époque. C'est toi l'époque, je veux dire, c'est gonflé quand même. Hein. Le pauvre, il a dû souffrir. Hein, ils l'ont massacré. Ah bah, c'est obligé, c'est obligé. Mais justement, en revenant justement à notre ami Gérard Depardieu, tu as une petite histoire à me raconter sur Ah oui. Ben, quand j'étais à Angoulême, je me rappelle, quand j'étais pas encore à Paris, je disais, autour de moi, je dis ouais, ben, quand je vais à Paris, j'irai voir Depardieu, parce que je l'avais vu dans Cyrano de Bergerac, la langue, comment il incarnait avec sensibilité. Pour moi, c'était exactement la façon dont la littérature pouvait séduire, parce que bon, sinon ça peut être ennuyeux. Je dis Gérard Depardieu, puis son côté populaire, ses origines, à mon avis, tout. Bon, on me disait tu rêves, mais bon, comme on me dit souvent tu rêves. Mais en fait, des années après, j'étais à Paris, je me dis bon, il faudra que je. Il jouait au théâtre. Je me suis dit, bon, bah, je vais y aller, je vais aller voir. Donc j'y étais avant la représentation. Donc je vois celle qui est au lycée, je lui dis, oui, je pourrais voir Gérard Depardieu. Alors moi, je vais mais pourquoi il n'est pas là de toute façon. Donc je retourne au métro, je dis, non, je reviens. Je lui dis, je vais me faufiler. Je me faufile sans qu'elle me voie. Et puis je vois quelqu'un, en fait, c'est son beau-frère qui travaillait pour lui. Je lui dis, oui, il serait possible de voir Gérard Depardieu. Dans ma tête, je me dis, bon, il va me dire non, nana, je vais le laisser partir. Et puis je vais me faufiler. En fait, il me dit, mais c'est pourquoi? Je dis, bah, je vais me parler d'un projet. Il me dit, bah, je vais voir. Alors moi, j'étais hyper étonnée. Il y va, il revient, il dit, suivez-moi, mon cœur. Parce que je ne m'attendais pas, moi. Parce que je m'attendais encore à des hommes. Enfin voilà, quand le réel résiste. Et alors, je vois, donc, la porte était entrouverte. Je vois Depardieu sur une sorte de fauteuil je ne sais pas comment on appelle ça, les Méridiennes. Ouais. Les Méridiennes, il avait le scénario de Vatel, le cuisinier de Louis XIV. Donc il se lève, puis je me rappelle, j'avais des kickers de jaune et orange. J'étais habillée comme une adolescente attardée. Une adolescente attardée, enfin voilà. J'ai pas envie de dire, je vais te rattraper au provincial, tu vas dire attardée au procès. Et en fait, je me rappellerai toujours parce que c'était drôle. Alors il regarde mes kickers, il lève les yeux vers moi, donc il me dit super, l'accueil. Il me dit asseyez-vous. Alors moi, très timide, moi j'avais 28, je crois. Moi j'étais très timidité, comme on parlait tout à l'heure, comme on en parlait. Et surtout devant un monument du cinéma. Ah oui, il y a quoi Depardieu. Ouais, puis j'ai beaucoup d'admiration, donc j'étais très intimidée, effectivement. Alors voilà, je dis, ben voilà, moi j'ai un projet sur Gérard de Nerval. Alors il m'a coupé assez vite la parole, parce que non, on ne va pas avoir des stars sans synopsis ou sans projet. Mais moi, j'avais pas encore mis en forme, mais j'ai profité de l'occasion qu'il était au théâtre pour aller voir, parce qu'on ne le voit pas comme ça, Depardieu. Et donc en fait ça a été incroyable parce que donc il m'a dit est-ce que vous avez écrit quelque chose? Je dis non mais je vais le faire. Il m'a posé pas mal de questions, il est très très sensible à la poésie, sur Gérard de Nerval. Il m'a donné rendez-vous pour la semaine d'après le mardi parce que le lundi c'est la relâche pour le théâtre, pour venir avec un résumé. Donc je suis revenue avec le résumé. Et là, il s'est passé quelque chose d'incroyable parce qu'il m'a dit bon ben écoutez, il a eu une perception du projet, il m'a dit vous allez mettre beaucoup de temps à l'écrire. Il m'a dit que vous avez fini, vous revenez me voir. Je lui ai dit oui mais comment je fais pour vous contacter? Il est incroyable, il m'a donné son portable. Parce que bon, vous revenez me voir, mais les agents, ce sont des barrières. Quoi. Oui, tout à fait. Donc c'est incroyable parce que tous les ans, je l'appelais, je le tenais au courant, il a eu tout à fait raison, il m'a fallu quelques années d'abord pour m'auto-former et pour me faire mûrir cette thématique. Et quand il a lu la version, donc il m'avait donné 2 rendez-vous sur ses lieux de tournage. Il m'avait donné quelques conseils, puis après il m'a dit qu'il faudrait aussi en faire une pièce de théâtre, parce qu'au début c'était un projet de scénario. Et il l'a lu avec Gérard Boranger au Théâtre du Rond-Point, qui est aux Champs-Élysées, il avait beaucoup apprécié le texte. Donc voilà, donc c'est quelqu'un de profondément humain, sensible et généreux, hein, que, comme je le disais, il aide énormément de jeunes, et puis pour certains cinéastes qui n'ont pas les moyens d'avoir Depardieu, il prend presque rien. C'est pour ça quand on le critique, quand je ne comprends pas, parce que c'est un homme la véritable générosité, sans rien en retour, on n'est pas connu, et puis il aide. Quand il voit, je pense qu'il est très sensible au désir et à la passion, et quand puis il est très intuitif, et ben il donne. Voilà. C'est Gérard, hein. Ouais. C'est une lauréate. Non mais c'est vrai, voilà, c'est Gérard, comme je dis. Non mais c'est un parcours. Ah oui, tout à fait. Ouais. Puis on sent que
es passionné par ce que tu fais. On sent aussi qu'il y a eu des embauches. Ça se transmet. Ah bah oui, là, il faut. C'est super, c'est super. Justement, on va en finir avec toi parce qu'on va passer avec Émilie. On va faire un petit échange justement. Parce que c'est vrai que ce parcours, elle n'a pas craqué. Elle aurait peut-être eu besoin d'une sophrologie, peut-être. À des moments, oui. Hein. Oui, ça peut Tu m'as manqué, Amélie. Tu n'étais pas sur mon chemin. Ça peut aider, je pense. Justement, on va revenir avec toi, Amélie. Et justement, on va pas parler de littérature, mais on va parler justement de la sophrologie. D'abord, qu'est-ce qu'est la sophrologie? Alors, la sophrologie est une science qu'on appelle, la définition, c'est la science de la conscience. Et c'est inspiré donc de l'hypnose, du yoga, du zen et du bouddhisme. Tout un ensemble de techniques pour arriver à rentrer en méditation. Et le but, c'est de devenir autonome avec toutes ces techniques. En gros, c'est de l'auto-hypnose. Voilà. D'accord. Et justement, l'hypnose. Et donc, je pratique aussi l'hypnose ericksonienne. Donc, l'hypnose ericksonienne, c'est une méthode d'hypnose à but thérapeutique. Donc, pour régler un problème spécifique. Donc, par exemple, addiction, phobie, manque de confiance, douleur chronique, etc. Donc, presque tout traité, tout accompagné avec l'hypnose. Justement, mais... Pardon, allez-y, enchaîner. Non, mais en fait, voilà, on fait rentrer la personne, donc c'est beaucoup moins spectaculaire que l'hypnose de spectacle, parce que là, c'est un but thérapeutique. Et puis sérieux quand même. Voilà. Oui, sérieux. Si on fait la cagagration, je pense que tu voilà. J'ai besoin de fausser. Non, c'est beaucoup moins impressionnant, mais c'est quand même de l'hypnose. Et donc la méthode est plus douce, on reste quand même conscient de ce qui se passe. On est dans ce qu'on appelle un état modifié de conscience, donc entre veille et sommeil. Donc on abaisse la fréquence des pensées par des techniques spécifiques. Et là, une fois que le mental est coupé entre guillemets, c'est là où on va induire des choses au patient. Et c'est aussi surtout basé sur des exercices de visualisation, ce qu'on appelle de rêve éveillé. Ouais, voilà. D'accord. Un peu de somnolence. Oui, voilà. On est vraiment un peu conscient et... Voilà. Et on se laisse faire. Conscient, mais on se laisse faire. C'est ça, on se laisse porter, on est dans ce qu'on appelle les ondes alpha, vraiment comme quand on va s'endormir, ou voilà, on est un petit peu, on est déjà un peu dans le sommeil, mais on est encore un petit peu dans la réalité. Bah voilà, on va chercher à atteindre ce niveau-là, et une fois qu'on est dans ce niveau-là, la personne est plus réceptive, parce que voilà, ça va directement dans le subconscient et plus dans le mental. Qu'est-ce qui vous a poussé justement à faire de la sophrologie? Alors, j'ai pratiqué de la sophrologie et l'hypnose ericksonienne il y a quelques années, maintenant une dizaine d'années, pour moi-même. Voilà, je suis allée voir un sophrologue et un hypnothérapeute et ça m'a beaucoup aidée. J'ai trouvé ça assez passionnant, assez puissant et voilà, c'est ce qui m'a donné envie de faire des formations, de me former et de devenir moi-même sophrologue et hypnothérapeute. Parce qu'avant j'étais aide médico-psychologique pendant une dizaine d'années, donc j'ai fait mes formations en parallèle pour faire mon métier. C'est passionnant. Qu'est-ce qu'on pense en faire? Ah oui, alors on a parlé un petit peu tout à l'heure, ce dont elle me parlait m'a profondément touchée. Je peux parler du nous dont oui, tu as parlé? Bien sûr. Elle m'a raconté en fait une chose que j'ai trouvée très très forte, c'est-à-dire que, tu me dis hein, si je me trompe, c'est-à-dire que dans la relation au patient, le lien qu'elle va établir, elle dit nous, c'est-à-dire qu'elle est impliquée et qu'elle est elle-même en état d'hypnose pour... donc j'ai trouvé ça éminemment nous, c'est peut-être un accompagnement pour le rassurer. Oui, alors, donc tu as raison, mais ça c'est dans la sophrologie. Parce que dans une science de sophrologie, comme la sophrologie est beaucoup plus neutre que l'hypnose. Donc la sophrologie, donc, comme je disais, c'est des techniques pour entrer en méditation, mais on peut faire des séances de sophrologie en groupe parce que c'est neutre. Et quand même une seule personne vient me voir au cabinet pour une séance de sophrologie, je fais la séance en même temps que la personne. C'est-à-dire j'anime, bien sûr je guide la séance, mais je fais moi-même la séance, j'ai aussi les yeux fermés, je fais les exercices de visualisation comme la personne. Voilà. C'est fort. Elle est souvent en traitement. Hein. Voilà. C'est très fort, ouais. Elle est souvent en traitement. C'est aussi pratique, quoi, voilà. C'est une application quand même.
Enfin, il y a quand même c'est une véritable implication. Oui, oui, puis c'est vraiment intéressant l'échange. Enfin, voilà, on est entre guillemets sur la même longueur d'onde. Tous les deux ou enfin tous les 5, ça dépend combien il y a de personnes, mais c'est vraiment intéressant. Par contre, en hypnose, non. En hypnose, c'est pas neutre. Voilà, l'anamnèse est beaucoup plus longue. On va vraiment aller chercher le vécu de la personne, les goûts de la personne, les valeurs de la personne, pour diriger la séance vraiment plus spécifiquement. Et là, moi, je ne suis pas dans la séance, hein. Je guide simplement la séance. Et en hypnose, en général, on part quand même plus profondément qu'en sophrologie, où on reste quand même un petit peu plus éveillé, même si on est toujours dans le même état modifié de conscience, mais un petit peu moins profond, on va dire. Parce que le but, c'est aussi de se rappeler de la séance pour arriver à s'appliquer soi-même à la longue. Ah d'accord. Et justement, quand on fait une séance, tu parlais d'addiction, par exemple le tabac, oui. Qui est un peu l'hypnose pour se soigner, l'arrêter de faire, j'ai même pas parlé ce soir, je suis tellement passionné. Pour arrêter le tabac, donc on passe par l'hypnose. Oui. On parlait tout à l'heure, si je dis pas de bêtises, à peu près de 5 séances. Oui, en général, voilà. 4 séances en moyenne pour... Il y a eu des cas qui sont plus rapides ou même plus longs. En général, pour les addictions ou les choses comme ça, c'est en moyenne 4 séances. Après, oui, ça dépend des personnes quand même, voilà. Mais ça va rarement au-delà. On peut aller jusqu'à 6 séances, mais s'il y a plusieurs choses à régler, ça dépend. Il faut voir aussi d'où vient le problème. En hypnose ericksonienne, c'est surtout basé sur le dégoût, par exemple au niveau des addictions, sur le dégoût et la prise de conscience. Donc voilà, il faut un certain temps pour... Sachant qu'il faut 21 jours pour que le subconscient intègre une séance. Donc la première séance, il faut vraiment 21 jours pour... il y a des changements, voilà, il y a plus de changements pendant 21 jours, les 21 premiers jours. Et on va intégrer. Ouais, j'en doute pas. Mais justement, par rapport si on prend l'hypnose ou la sophrologie, donc on va dire 2 techniques, si je peux me permettre, 4 techniques qui sont là pour aider, pour reposer. Est-ce qu'on peut dire que c'est un complément, je ne sais pas si le terme serait bon, complément par un traitement médicamenteux ou ni plus ni moins, peut-être une meilleure solution, enfin même sûr pour moi, mais bon, ça engage que moi une meilleure solution que les traitements médicamenteux, qui pour moi sont des béquilles. Oui, alors ça peut être très complémentaire, effectivement. Dans certains cas, la médecine est quand même voilà, très importante. Les traitements médicamenteux sont importants, mais dans beaucoup de cas aussi, ça pourrait être limité, voire évité, par exemple, problème de stress, d'insomnie, de déprime, choses comme ça, où souvent on va donner des médicaments assez forts qui vont... ça va être bien un temps, le corps va s'habituer, au bout d'un moment il va plus recevoir, enfin voilà, les bienfaits du médicament, et puis ça va provoquer d'autres problèmes. Je pense que dans beaucoup de cas, des techniques de méditation comme l'hypnose, la sophrologie ou d'autres techniques de médecine parallèle, entre guillemets, de bien-être, pour se recentrer sur soi, va aider. Et bon, il n'y a pas le côté négatif du côté médicamenteux, quoi. Donc ça peut être très complémentaire, mais bon, des fois, dans certains cas, voilà, les médicaments peuvent être évités quand même, je pense. Ce qu'on peut dire, c'est, si on peut prendre un peu comme ça, les médicaments peuvent être, pour certains cas, parce que tout le monde n'est pas pareil, peut être une solution d'urgence, oui, si on peut dire, mais avec un complément de sophrologie ou d'hypnose, suivant ce qu'on a besoin, on pourrait peu à peu se débarrasser de ces médicaments, mais au plus se retrouver, parce que moi je le dis, c'est pas vous qui le dites, mais moi je pars du principe que je ne critique pas les gens qui prennent des médicaments, chacun comme il est, on est tous plus ou moins faibles, mais il ne faut pas se voiler, c'est des béquilles. Si on, comme tu l'as dit, s'il n'y a plus ce traitement, ou s'il a que on s'accoutume à ces traitements, soit on l'augmente, soit en plus on l'accompagne à cause des effets secondaires et l'autre. C'est ça. Si par contre on peut faire les deux, et faire en sorte de soigner sans stress et en même temps réduire l'aspect médicamenteux. Tout à fait, tout à fait. Et ça ne résout pas, les médicaments ne vont pas régler le problème. Souvent, quel que soit le problème, bon, je ne sais pas, par exemple l'insomnie, déprime, peut-être que la personne a des choses à changer dans sa vie ou des choses à régler. Et le médicament, bon, ça va anesthésier,
le mental, mais ça ne va pas régler les problèmes. Et donc des fois il faut aussi aller chercher au fond de soi les solutions aux problèmes avant de passer par des traitements chimiques. Juste, c'est vrai, je n'avais pas noté cette question, mais la sophrologie, c'est assez récent. Alors, si on regarde sur une base médicale, hein, bien sûr, ça dure 10-15 ans, c'est jeune, 10-15 ans. Alors, elle a été créée par un psychiatre, le docteur Alfonso Caicedo, en 1960. La sophrologie. C'est marrant, et on en entend parler depuis peut-être une dizaine d'années. Oui, effectivement, ça fait pas très longtemps qu'on en entend parler. De plus en plus quand même. Enfin, moi j'ai l'impression qu'on en entend de plus en plus. Oui, parce qu'aujourd'hui le mot la sophrologie, voilà, ça sera un petit peu. Parce que je sais pas. Que ce soit l'hypnose, l'hypnose ça existe depuis toujours. Ouais, ça oui. Mais la sophrologie et l'hypnose, c'est vrai que ces dernières années on en entend plus parler. Et puis bon, c'est vraiment prouvé scientifiquement que c'est efficace, quoi. Je pense qu'il fallait vraiment des résultats pour qu'on puisse en parler un peu plus. Hein. Ça ne s'est pas démocratisé aussi financièrement, parce qu'en fait on n'en entend pas plus parler parce que plus de personnes n'ont. Oui, alors la démocratisation. Je trouve qu'on en parle beaucoup plus dans les médias, dans les émissions de télé. Bon, alors après ça reste une médecine parallèle, donc c'est pas remboursé, il y a certaines mutuelles qui. Mais oui, c'est vrai que dans des émissions. C'est pas certaines mutuelles, c'est qu'il y a certaines sociétés qui fabriquent les médicaments. Oui, voilà, tout intérêt à. Voilà, c'est des intérêts, ne vous inquiétez pas. Ça se saurait, ils y gagnent énormément là-dessus. Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre donc ça vous passionne, c'est vrai? Ah oui, moi ça me passionne, tout ce qui traite sur la conscience, le bien-être, moi ça me passionne. Pardon, non. Ça fait 2 fois que je la coupe. Hein. Non. Peut-être que ma question est idiote, mais en sophrologie ou en hypnose, c'est quel genre de personnes qu'on reçoit? Alors, en hypnose, ça peut être des gens qui veulent traiter un problème spécifique. En sophrologie aussi. T'es jeune, c'est moins jeune? De tout. Hein. Il y a vraiment de tout. Ça peut aller des enfants, d'enfants jusqu'aux personnes âgées. Enfin, j'ai vraiment de tout. Hein. J'ai pas de. Peut-être un peu plus de femmes, et encore maintenant, je trouve que les hommes aussi commencent à s'ouvrir à ça. Donc, non, après, en hypnose, les gens viennent surtout pour traiter un problème. En sophrologie, c'est plus la plupart du temps, parce que même si ça peut régler aussi un problème spécifique, c'est plus des techniques de bien-être, pour être mieux. Ça développe aussi l'intuition. Il y a énormément de bienfaits. Comme ça fait travailler le cerveau, c'est très bien. Mais justement, il faut savoir, parce qu'on a discuté hors caméra, c'est qu'il y a un bouquin qui t'a marqué et que tu aimes. Tu peux nous parler justement de ce bouquin-là, c'est très important. Alors, donc c'est un livre que j'ai découvert en Inde. Je suis allée faire une formation dans les massages ayurvédiques, donc les massages traditionnels indiens, issus de la médecine ayurvédique. Et le médecin ayurvédique qui m'a formée au massage n'arrêtait pas de me parler d'un livre qui est sorti il y a quelques années. On en a entendu parler un petit peu en France, mais pas tant que ça. Et il n'arrêtait pas de me dire, donc il m'a demandé si j'avais lu ce livre, j'ai dit non, il n'arrêtait pas d'insister pour que je le lise, donc je l'ai lu. Donc ça s'appelle Le secret de Rhonda Byrne. Et ça parle beaucoup du pouvoir de l'esprit, de la puissance de l'esprit, du pouvoir de la pensée. Et c'est en lien avec la loi d'attraction. Et finalement, en hypnose et en sophrologie, c'est un petit peu lié. Bon, le livre reste quand même particulier. Après, il y a des choses on adhère, on n'adhère pas. Mais on va un petit peu appliquer en hypnose et en sophrologie. L'idée quand même principale du bouquin. C'est-à-dire qu'il y a des gens, par exemple, qui veulent changer de vie et qui viennent en hypnose ou en sophrologie pour arriver à voir les choses d'une manière différente. Et le fait de voir les choses d'une manière différente, ils vont attirer des choses différentes aussi. Donc c'est très lié. C'est sûr. Ouais, c'est très lié. Et vraiment, en hypnose, c'est ce qu'on va chercher à faire. C'est-à-dire qu'on va reconditionner le subconscient, la vision que les gens peuvent avoir de la vie d'une manière générale.
on va les faire voir les choses de manière différente. Et donc, ils vont se diriger vers des choses différentes et ils vont attirer des choses différentes. Et donc, ce livre, voilà, Le secret de Rhonda Byrne, m'a particulièrement touchée. On le voit. Ouais. On la sent partir un peu comme toi. Ouais, oui, c'est passionnant. Un mélange des deux sur l'écriture, un thème, tu as réfléchi à un thème sur la sophrologie, sur l'histoire, ça peut être sympa, c'est pas un sacré bouquin ça. Mais il y a une phrase là d'Amélie moi, qui m'a. Quand tu parles, tu dis que pour amoindrir le niveau de conscience, mais pour avoir des états de conscience différents. Moi, ce qui me touche dans ce qu'elle dit, c'est comment est-ce qu'en nous-mêmes, on a des parties inconnues de nous-mêmes et peut-être, je vais parler de façon un peu caricaturale, mais sous-exploitées, en tout cas. Et quand tu dis qu'effectivement, les médicaments ne régleraient que les problèmes de surface momentanément, mais que c'est le rapport profond à soi-même qu'il faut retrouver, qui est souvent perdu. Et ça m'a rappelé une phrase de Gérard de Nerval, ce que tu viens de dire, quand il avait un rapport à son médecin, et en fait il dit à son médecin qu'il aimait, qu'il a soigné, qu'il a beaucoup aidé, il lui a dit vous ne pouvez agir qu'en anesthésiant la sensibilité. Pareil au chirurgien, vous ne savez que retrancher l'organe qui fait souffrir. C'est-à-dire, au lieu, ce que préconise Nerval, et qui me semble dans la lignée de ce que tu viens de dire, Amélie, eh ben, plutôt que d'avoir ce que tu as appelé aussi des béquilles, non, repenser un rapport à soi-même et explorer des dimensions, retrouver par l'hypnose ces états de conscience modifiés, voilà, afin d'avoir un rapport profond à soi-même. Et je trouve que voilà, ça me parle beaucoup. Oui, mais de toute façon, ça me parle beaucoup. Et c'est vrai que c'est tout à fait ça, c'est vraiment pour retrouver un rapport à soi-même. Et on ne peut pas, parce que des fois les gens ont peur de l'hypnose, ça peut paraître le mot spectaculaire, parce qu'on pense hypnose de spectacle, on peut nous faire n'importe quoi. le chat, le chien. Oui. Alors bon, c'est vrai que ça marche bien, mais les personnes le veulent aussi. Moi je veux pas. Non, voilà. Je reste pour moi un chien, le chat. Les gens qui sont hypnotisés, ils le veulent bien, ils acceptent de jouer le jeu. Donc, mais après, on ne peut pas en hypnose aller à l'encontre des valeurs de la personne. On ne peut pas faire n'importe quoi à la personne, ou on ne peut pas dire n'importe quoi à la personne, sinon elle va sortir immédiatement, ce que tu disais tout à l'heure. ce que je te disais tout à l'heure, elle va sortir immédiatement de l'état hypnotique. Parce que ça va vraiment aller, si ça va à l'encontre de ses valeurs, ça marche plus là, ça déconnecte. Oui, tout à l'heure on discutait, justement, on parlait un petit peu d'hypnose, hein, et justement, je sais pas, moi c'est pour le tabac, et c'est vrai que si tout d'un coup on disait donnez-moi ton numéro de carte bleue, automatiquement ça n'a aucun rapport avec sa présence, c'est une sorte de sécurité qui est le cerveau, c'est ça qui est bien. Et ça peut pas, ça marche pas, ça c'est certain. Si ça peut rassurer les gens qui ont peur un peu. On ne peut pas être manipulé, quoi. On peut pas être manipulé. Pas du tout. Non, on ne peut pas être manipulé. En hypnose, c'est vraiment pour traiter le problème. Donc on va aller chercher la source, etc. Mais si on induit des choses qui ne correspondent pas au problème, à la personne, ou à des moyens de résoudre le problème, ça déconnecte. Les gens ne sont plus réceptifs. C'est pas une idée d'un livre, Mais il y a trois fiction. Ah ouais, tu ne veux pas empiéter sur ton désir. Elle a des choses à vous dire. On va parler un petit peu hors caméra, mais on va parler un peu plus tard, c'est sur l'écriture justement. Mais c'est vrai que je pense que toi qui écris, écrire un bouquin, alors je vais dire une bêtise, c'est peut-être pas ce que tu penses, mais écrire un bouquin sur la sophrologie ou l'hypnose, ça va être très très dur dans le sens où il en existe des millions. Alors faire un bouquin qui ne soit pas le même que les autres, ou de se dire bah, non c'est le même sauf que la couverture est bleue, enfin bref, ça va être plus dur que ce que fait quand même. Après voilà. Par contre faire une fiction sur la sophrologie, des thèmes sympas aussi. C'est sur l'hypnose. Un best-seller. Il y a un best-seller qui va naître. Il faut voir, il y a de l'idée, à chercher, à travailler. Enfin, ce qui est intéressant, ce qu'on peut en finir, c'est voilà, cet univers qu'on ne connaît pas, c'est du cerveau. Les capacités, comme on disait tout à l'heure hors caméra, n'importe quel individu a, je dirais, un don, a une qualité. Bon, des fois, il faut qu'il la cherche, ça c'est sûr. On se découvre, hein, des fois devant un obstacle ou autre. Et c'est ça qui est beau sur l'humain. C'est la trajectoire, c'est la quête de l'humain. Voilà, c'est le cerveau, c'est impressionnant. Hein.
La quête intérieure. Ouais, la quête intérieure. Tout à fait. Si vous n'êtes pas préparé, ne cherchez pas trop la quête intérieure, vous allez vous monter la tête. Et là, vous allez avoir la surprise. Voilà, écoutez, ça a été super enrichissant. On a appris beaucoup de choses. Super. Merci Manu. Non, c'est moi, c'est moi. Parler de nos passions. C'est important, c'est important. C'est important, c'est ce que je peux juste donner comme point commun sur vous deux, même si c'est pas tout à fait la même profession, c'est même pas la même profession, mais c'est le mot passion. Et cette passion qui donne l'envie d'aller au bout, de ne pas s'arrêter, croire en soi, c'est vachement important. Croire en soi, même si on a des embûches. Vaut mieux, moi c'est ce que je dis à mes enfants, vaut mieux essayer d'aller à son but, même si on sait qu'il y aura des embûches, même s'il y a un échec au fond. Il faut reconnaître que s'il y a un échec au fond, c'est pas grave, parce que si on reprend en arrière, on se dira, il y a peut-être eu l'échec, mais je l'ai fait. L'essentiel, c'est de le faire. Que de rester à l'entrée et de dire. Ah oui, si on prend pas de risque, on n'avance pas, c'est sûr, on risque pas d'avancer. Il ne faut pas prendre d'excuses, il faut y aller. Il faut y aller, Moi, je vais vous parler d'un autre monde. Alors là, on va reposer les cerveaux. C'est bon, vous allez reposer les cerveaux, parce que là, je vais vous proposer de la magie. Alors, ne cherchez pas. Laissez-vous, comme l'hypnose ou comme l'écriture, laissez-vous emporter, laissez-vous envahir. Parce que franchement, ça vaut les tours. Je l'ai rencontré tout à l'heure, John Leader, le magicien. D'accord? Avec grand plaisir. Voilà, mais quant à moi, surtout moi, je vous dis les filles, à très bientôt. Très bientôt. On se retrouvera juste un petit peu après la fin de l'émission pour peut-être sauter parce que c'est bientôt les fêtes. C'est de rien. Mais on va aller rejoindre John Leader plus secondes. Voilà, merci pour tout. Et puis, merci à toi. Très enrichissant. Ce soir, je me coucherai en bête. Quoique. Allez, bonne soirée. Ciao, ciao. Merci.